Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode et je suis très heureuse de vous annoncer une interview, la première sur le podcast et je préside cette interview avec Sarah Saïdi. J'espère que je prononce bien ton nom. Oui. Ok. Sarah Saïdi que j'ai rencontrée sur la planète Instagram il y a quelques années de ça et qui a un parcours incroyable depuis. Et donc j'avais vraiment envie qu'elle nous partage sa vie d'entrepreneur, comment elle gère tout ça. Je vais vous faire sa petite présentation. T'hésiteras pas à rajouter des choses qui te semblent pertinentes au besoin à la fin. Et puis après, on commencera avec le jeu des questions. Ça Alors, roule. Sarah, avec deux R, spécialiste de la respiration, donc le breathwork, on en entend de plus en plus parler, j'ai l'impression, ça commence à se démocratiser au-delà de mon microcosme Instagram. Et toi, tu as créé ta propre méthode en 2023, donc tu l'as déposée et c'est la respiration rythmique, rhythmic breath en anglais. Et avant ça, tu baignais dans le monde salarial, dans une atmosphère plutôt très corporate, le monde de la finance, voilà, la grande sphère de la finance avec des établissements bancaires. Et en 2018, lors d'une mission à Hong Kong, tu traverses une crise professionnelle de laquelle tu vas te reconstruire petit à petit à ton retour sur Paris. En 2021, tu décides de te former et tu commences en 2022 à donner des cours en ligne au grand public, à montrer à jour ce que tu fais et notamment à travers des partenariats. Et là, en 2023, apparemment, tout s'enchaîne. Tu as même un sponsoring avec Nike, un truc de fou. Et notamment, et en plus d'autres partenariats, et notamment un livre à paraître le 21 mars 2024, donc tout bientôt. Donc moi, c'est une histoire que je trouve assez incroyable parce que je t'ai connue vraiment au tout début quand tu faisais un peu les bêta-tests avec quand tu sortais de ta formation. J'ai été cobaye pour le groupe, cobaye en one-one et c'était juste incroyable l'énergie que tu mets là-dedans et c'était vraiment une approche différente de ce que je pouvais connaître. Donc, je suis complètement fan de ton parcours. J'ai hâte que tu nous en dises plus. Et j'adore aussi de toi que tu ne romantises pas ton parcours, comment dire en anglais, ceux qui sugarcoat, qui vont essayer d'embellir la réalité. Tu partages vraiment toi avec authenticité. Il y a eu des obstacles, il y a eu des doutes, il y a eu des remises en question, il y a aussi des réussites, il y a, j'imagine, beaucoup de fierté pour ton parcours, mais tu partages ça vraiment sans masquer la réalité en toute transparence et ça, j'adore. Donc, merci d'avoir accepté cet épisode. Et puis, la première question qui me titille, c'est pourquoi et comment la respiration et surtout si tu veux rajouter quelque chose à ta présentation avant, n'hésite pas. Je suis impressionnée, ça fait toujours tout drôle en fait. Là, ça se voit pas pour les personnes qui nous entendent, mais pour les personnes qui nous voient, j'avais des rougeurs qui remontaient au niveau du visage. Donc merci pour le travail d'enquêtrice que tu as fait et puis que je trouve super fiable en plus. Wonderful. Je suis très heureuse aussi que tu aies testé en fait les premiers cours et qu'on soit là en train d'enregistrer cet épisode aujourd'hui. La respiration, c'est évidemment improbable. On se gratte pas la tête du jour au lendemain en se disant ah bah tiens, dis donc, je vais non seulement apprendre comment ça marche, mais en plus je vais transmettre aux gens comment ça fonctionne. Ouais. C'est vraiment le résultat d'une exploration. Donc effectivement en 2018 il y a une période que j'ai très mal vécue, j'étais loin de mes amis, de ma famille, etc. Et j'avais envie d'arrêter ce métier, cette vie un peu où je voyageais beaucoup, donc facialement il y avait une certaine fierté d'être sur un métier exigeant, mais intérieurement j'étais vraiment off. J'étais clairement dans l'état qu'on appelle aujourd'hui, quand on regarde un peu comment fonctionne le système nerveux, en dissociation totale. Donc il y avait mon corps et ma tête à côté. Et pour reconnecter les deux, je me suis dirigée vers des pratiques comme le sport, le théâtre, le yoga. Et en fait, j'ai commencé à explorer. Et c'est parti, en fait, je pense que... On me pose de plus en plus la question, mais pourquoi la respiration? Pourquoi la respiration? En fait, je me la suis pas posée parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai initié volontairement, c'est quelque chose qui est venu à moi à force d'explorer, tu vois. Mais si je remonte un peu la bande vidéo, La genèse. ma vie. Ouais. En fait, je pense que c'est la source ici était d'accepter mon corps et de retrouver de l'énergie au quotidien qui puisse me permettre en fait de réaliser de belles choses, parce que dans ma tête il y a une fille qui aime la performance, qui aime la vitesse, qui aime la rapidité, qui aime la productivité et qui est ambitieuse. Mais dans mon corps, en fait, j'avais une larve qui n'arrive pas à avancer. Et du coup, faire pédaler, tu sais, t'as un vélo avec une belle... T'as tout ce qu'il faut, mais en fait, les pneus, bah, ils sont pas gonflés à la bonne...
Voilà, tu vois? Donc j'arrivais pas à avoir les moyens de, vraiment mon énergie du quotidien. Le sport m'a fait du bien, le yoga m'a fait du bien, mais c'était des pratiques, souvent axées physique et mentale et pour quelqu'un qui est, à côté de ses pompes et ben, en fait, c'est pas suffisant parce que ça vient en plus, augmenter, en fait, cette sensation de: «Je me contrôle davantage», donc quelqu'un qui est déjà contrôle freak, qui rajoute du self control par rapport à ça, c'est pas forcément, enfin, aujourd'hui, je le vois comme un moyen de coopérer en fait avec soi-même, qui est écologique pour soi parce qu'en plus ça fait du bien pour le corps, mais c'est pas forcément thérapeutique dans le sens où on n'adresse pas les vrais sujets. Mmh. Moi, mon vrai sujet, vraiment sous le tapis, le truc cupu, c'était les émotions. J'avais jamais appris à gérer. Et en fait, c'est en travaillant davantage sur des techniques de méditation et en apprenant moi-même en fait des outils, parce qu'au bout d'un moment, curieuse comme je suis, je me suis formée à la sophrologie, je me suis formée à la PNL, à l'hypnothérapie, au breathwork, etc. Et en fait, c'est en saisissant comment fonctionnent ces outils que j'ai fait ma thérapie entre guillemets sur le chemin. Mmh. Et une fois que je me suis sentie clairement transformée de l'intérieur, en fait, et en ayant la maîtrise de ces outils, je me suis dit, j'ai quand même envie de créer une expérience pour les gens qui se retrouvent en fait dans ma dynamique à moi, qui soit entre le monde du sport, le monde de la thérapie et le monde du bien-être. Et Mmh. on efface tous les clichés. Aujourd'hui, quand je fais un présentiel sur Paris, mes groupes sont mixtes à 50% de mecs, 50% de meufs. C'est, dans le milieu du bien-être, je pense que c'est genre une exception et j'en suis super fière, tu vois. Quand je donne des cours en ligne, les personnes arrivent en pyjama. C'est vraiment en mode hyper universel. Il n'y a pas de. J'essaie d'enlever, tu vois, même quand on regarde mon branding, il est plutôt neutre. C'est vrai qu'il y a quelques couleurs, il y a un peu de noir. Mais C'est pas marqué genre, on s féminin ou masculin, il y a vraiment, ouais, c'est neutre, je trouve ouais, et ça ouais, ressemble, à fond. On voit le peps derrière et la simplicité en même temps et c'est clair et c'est précis, quoi. ouais. Bah, en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de transmettre. Et donc, la respiration n'est que l'outil de cette expérience qui permet aux gens de se reconnecter à eux-mêmes, physiquement, mentalement, émotionnellement. Mmh. Donc voilà comment j'en suis arrivée en fait. Mais tu vois, tu m'aurais dit il y a quelques années, tu vas pouvoir faire ça, je sais pas moi, avec de la sculpture. Bah Mmh. j'aurais créé sculpture rythmique en fait. Ouais. Peu importe, je dirais l'outil pourvu qu'on ait les résultats de son expérience. Et moi, mon outil de la respiration, et bah je l'adore. Je l'adore parce que j'ai pas fini d'explorer, que c'est intellectuellement stimulant, physiquement ça me fait du bien. Je vois les gens se transformer, donc Mmh. j'adore cet outil, quoi. Ouais, tu m'étonnes et ça se ressent dans ce que tu transmets aussi, c'est clair et du coup, quand tu as terminé, quand tu es sortie du salariat déjà, est-ce que tu as démissionné ou est-ce que, tu as réussi, voilà, à négocier un départ? Comment ça s'est passé la rupture, en fait, avec le monde salarial? Et ensuite, bah, je vais me lancer en tant qu'indépendante. Est-ce que tu es issue d'un milieu d'entrepreneurs, par exemple? Est-ce que ouais. Alors, faut non, il y a des personnes qui vont dans l'entrepreneuriat par choix, il y a des personnes qui y vont par, rébellion. Moi, j'y suis allée par rébellion. OK. Hem Et en fait, j'ai lancé un side, à travers un compte Instagram où j'avais choisi un pseudo, c'était Sarah Destress. Quand je me rappelle, c'était quand même assez rigolo. Et ce compte Instagram, en fait, j'ai commencé à l'alimenter un peu par des infographies sur la gestion du stress, et cetera. Et j'étais sur ma formation de sophrologie, donc sur des techniques de relaxation, de visualisation. Donc, tu vois, j'ai quand même commencé à créer du contenu alors même que j'étais salariée. Mmh. Et ça m'a permis, en fait, d'être en contact du marché et de me dire tout de suite, la sophrologie va pas suffire pour moi, va falloir que je fasse autre chose et que je retrouve, en fait, mon juste curseur. Et ma démission, donc, j'ai voulu d'abord passer au 4/5e avec mon employeur pour lui dire, écoute, j'ai envie, en fait, de développer un business à côté. En plus, c'était l'époque de sortie de Covid. Alors, tout de suite, on voit les gens qui se remettent en question, etc. Moi, c'était pas du tout Covid. Mais du coup, j'ai profité quand même de cet élan de re-questionnement et tout pour dire bah, j'ai envie de passer au 4/5e, ce qui a été accepté. Mmh. Mais ma charge de travail n'a pas diminué. C'est souvent le cas dans des métiers Voilà, comme ce que tu as pu exercer, ouais. ouais. Et du coup, je me suis dit je vais pas m'en sortir. Et en fait,
encore plus problématique pour moi, je ne serai ni bonne ni là, ni là. En fait, je vais me saboter, parce que, je suis du genre je suis le genre de personne qui potasse un sujet à fond et qui va à fond. Donc en fait, en étant, sur les 2, j'ai eu peur de ne pas être aussi performante dans mon travail et donc de me prendre des reproches comme quoi, bah, j'étais plus aussi investie et en même temps, de ne pas m'investir dans mon entreprise et on sait très bien aujourd'hui dans l'entrepreneuriat que quand on s'investit pas et ben, il se passe rien. Donc voilà et du coup, j'ai fait, la procédure de démission reconversion, OK. qui consiste à, déposer un dossier avec un petit business plan et cetera, pourvu que certains critères, je sais pas si tu connais le processus, mais, en fait, hem, je ne sais pas si aujourd'hui ça a changé, mais quand moi j'avais fait, il fallait avoir minimum 5 années d'expérience sans interruption et un projet d'entreprise de reconversion viable, et cetera. Et donc c'est ce que j'ai fait parce que je travaille dans une grande entreprise et les bruits de couloir directement m'ont dit bah t'auras jamais de rupture co et du coup j'ai dit moi j'ai pas envie de mener cette bataille. J'ai Mmh. envie de pouvoir démissionner quand j'ai envie de démissionner. Donc, c'est ce que j'ai fait et depuis donc c'était en décembre 2021, donc 2022 à plein temps, 2023 à plein temps et là, on est en début 2024. Mmh. Et du coup, comment est-ce que tu as réussi à gérer? Parce que, je sais pas, j'imagine, tu as eu quand même une sorte de rupture au niveau professionnel quand tu as fait ce voyage pro à Hong Kong. Tu te sentais vide peut-être de l'intérieur, en tout cas, l'extérieur n'était plus aligné avec ce qui se passait à l'intérieur et justement quand tu t'es lancée à ton compte en indépendante, est-ce que justement tu étais pas sous le coup de l'épuisement? C'est souvent ce qui arrive pour des gens qui font, bon, bah, le triste burn-out qui devient beaucoup trop célèbre, mais qui est aussi, emprunté à tour et à travers. Mais les gens qui sont dans l'épuisement, qui veulent se lancer à leur compte et justement qui procrastinent beaucoup parce ils arrivent plus à recréer cette énergie. Comment toi est-ce que tu as géré ça? Est-ce que tu as eu des périodes justement où bah, où tu avais plus, la volonté de faire des choses, mais tu y es quand même allé. C'est très drôle, je trouve ta question intéressante et je vais te répondre de manière, heu, inattendue. Parce qu'en fait, je pense que j'ai frôlé le burn-out, mais j'ai pas fait un burn-out. C'est-à-dire qu'il me restait le 1% de batterie, j'en parle dans le livre, il y a un chapitre qui s'appelle le 1% de batterie. Lui, il dure hyper longtemps en fait. Je sais pas si tu as déjà remarqué, mais sur ton téléphone, il peut tenir jusqu'à une demi-journée. Mais par contre, la capacité de ton téléphone, tu oublies. Mmh. Et en fait, ce 1% de batterie, c'est comme un élan de survie qui vient te chercher hyper fort dans tes tripes pour te sauver la vie en fait. Et donc, je pense que j'ai tapé là-dedans et je suis restée très en colère. Et ce qui a alimenté mon énergie sur le lancement de ma boîte, c'est clairement la colère en fait. Et aujourd'hui, j'accompagne des personnes qui justement ont du mal à se retrouver. Souvent, on me dit mais c'est pas moi, j'ai l'impression de pas être comme avant. Euh, et en fait, c'est ça le truc, c'est qu'on n'est pas, c'est pas qu'on n'est pas comme avant, c'est qu'en en fait, on a chacun des motivations ou des, on appelle ça feu intérieur, tu vois. En fait, si tu viens l'éteindre complètement, Mmh. tu perds ton driver essentiel. Exemple, tu as certains sportifs qui sont drivés en fait par cet esprit revanchard et par l'esprit de la colère, etc. Si tu leur fais faire trop de relaxation, mais les gars, en fait, c'est plus, enfin, c'est pas bon pour eux parce qu'en fait, c'est ce qui les alimente aussi. Donc, bah là, c'était un peu pareil. Et comme, en fait, c'est parti sur un moment, donc entre 2018 et 2021, il y a quand même eu 3 ans Ouais. où ça a maturé dans le temps. Je pense que je me suis distanciée progressivement. Je me suis aussi, tu vois, j'ai fait mon choix réellement en conscience et pas comme ce qu'on voit en fait sur des parcours de reconversion, je dirais un peu rapide, où la personne est encore fragile, qu'on le veuille ou pas, c'est le cas. Parce qu'après en fait, la définition même d'un burn-out, c'est qu'il faut un arrêt maladie. Donc, ensuite, il y a pas les mêmes, périodes de récupération, mais ça prend du temps parce qu'il y a la récupération physique, il y a aussi la récupération, bah, de ses compétences, de sa personnalité, d'énormément de choses. Tu vois? Et donc comme ça s'est fait, on va dire, avec le temps, plus, toujours, tu vois, cette envie de me dire en fait, parce que je suis partie avec un truc super amer où j'ai senti, qu'on m'avait mis un gros stop à une carrière qui était censée être prometteuse. Et donc Mmh. ce sentiment un peu, je dirais pas injustice, mais
ouais, j'ai perdu un match en fait, tu vois. Et donc ça m'est resté et encore aujourd'hui, j'y repense et je me reconnecte à ça et je me dis bah non, bah je referai mon parcours autrement et c'est le genre de caca de vie, tu vois, sympa à garder, quoi. Tu vis un moment pas sympa, mais ça te drive, quoi. Ouais, j'adore le parallèle que tu fais et la vision positive que tu donnes justement à la colère qui peut être vecteur justement d'un développement très positif dans ta propre activité parce que ça t'a donné de la niaque et cette colère, ça a alimenté un feu intérieur qui a fait que tu as voulu avoir une carrière aussi inspirante ou en tout cas qui t'anime que quand tu étais dans le salariat parce que tu avais quand même tu l'air d'avoir une position quand même assez confortable et de quoi tu peux être fière en fait d'être en arrivé là et tu es en train de reproduire la même chose mais en indépendante et donc ouais, c'est intéressant que tu parles de ça parce que souvent on a tendance à dire qu'il faut pas être en colère, qu'il faut pas et cetera et finalement ça peut vraiment servir à ta réussite mais de façon positive. OK. Ouais. Mais c'est trop ouais, c'est vraiment intéressant et comme tu dis, les les gens et les sportifs qui vont puiser leur force là-dedans, effectivement, si tu penses qu'à leur dire qu'il faut trop qu'ils se relaxent et tout ça, ça va être contre-productif, contre-intuitif et ça va les éteindre, effectivement. Mm. Donc quoi, oui, tout le monde est différent. Est-ce que tu as l'impression, parce que là, on va dire que ça va faire 3 ans que tu es lancé, Hem, est-ce que tu arrives à dessiner différentes étapes dans ton processus, jusqu'à aujourd'hui où, ben, voilà, où ça s'enchaîne et où ça s'accélère pour toi, la sortie d'un livre, des partenariats avec des grandes marques et cetera? Est-ce que tu distingues plusieurs étapes? Oui. Je distingue une première étape euh, où j'étais sur de la formation. Et comme je suis assez, on va dire, comment dire, en fait, le syndrome de l'imposteur chez moi, il existe et encore aujourd'hui, mais il me permet d'avancer. Donc, je me suis formée beaucoup sur la première année, mais j'ai rien affiché. En fait, parce qu'aujourd'hui, je le vois et ça, je le partage aussi parmi les personnes qui nous écoutent, notamment des personnes qui sont dans le secteur du bien-être et de l'accompagnement, il y a cette sensation d'accumuler des formations, tout plein de formations, évidemment. Et en fait, ça, je l'ai fait, mais la façade a toujours gravité autour du bien-être et de la respiration quelque part. Mais moi, il y a eu des moments où j'avais eu besoin de faire de la programmation neurolinguistique. Il y a eu des moments où j'avais besoin de faire de l'hypnothérapie. Il y avait des moments où j'avais besoin de faire de l'hypnothérapie spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire parce que j'avais noté que les exercices de respiration pouvaient mieux aider à gérer les émotions et donc les troubles alimentaires en fait. Donc Mmh. tu vois, j'ai commencé à créer des connexions comme ça, avec toujours un fil rouge respiration, mais en me formant. Donc ça, c'est la première étape, on va dire, élève et en même temps qui pratique. Mmh. Donc il y avait toujours la pratique des choses que j'avais maîtrisées, mais au fond de moi, l'exploration. La deuxième étape, la deuxième année, c'est l'étape de la méthode et de choisir, de sortir des différentes cases et de décider que je n'allais pas exercer de manière classique, on va dire, le métier de sophrologue ou le métier d'hypnothérapeute, parce que ce que j'adore faire, c'est transmettre. Donc, je devais avoir un levier en fait davantage de l'ordre de la pédagogie. C'est pour ça que je crée en fait beaucoup de contenu et que aujourd'hui tout mon savoir je garde rien pour moi en fait. Mais l'expérience avec moi, là, c'est elle en fait qui fait aujourd'hui mon business. Donc c'était l'année du partage, l'année de la sortie des cases et l'année de la consolidation de la méthode. Elle est écrite, il y a des protocoles de cours qui sont définis et j'ai formé 3 personnes, sans dire que OK. j'avais formé des gens, parce que je ne voulais pas trop vite aller vers les coachs qui se sont formés qui forment. Ça, j'ai un peu de rejet là-dessus parce que je me dis, c'est pas normal qu'au bout de 6 mois, même si on veut toujours, ok, on se libère le mindset, on n'est pas des imposteurs, etc., et on veut bien faire, j'avais besoin en fait de concrétiser plein de choses et je me suis dit, ça arrivera un jour, c'est sûr, pour transmettre aussi, mais pour l'instant, en fait, je n'ai formé que des personnes qui ont énormément pratiqué avec moi. OK. Et qui, au bout d'un moment, en fait, m'ont dit, bah, juste, on veut intégrer ça dans nos accompagnements. La personne avait déjà fait 6 mois de cours. Ah oui, ok. Et l'accompagnement, enfin, la formation s'est faite en individuel. Donc, tu OK. vois, ça a été
l'étape, on va dire, de consolidation de la méthode. Et puis la troisième année, celle qui s'entame là, du coup, et bah, c'est l'année où les morceaux du puzzle se sont recollés et il y a certaines personnes qui commencent à percuter ce que j'étais en train de faire. Hmm. On commence à comprendre ce que je suis en train d'essayer de faire depuis hyper longtemps. Et ça, c'est drôle, c'est mes amis qui me le projettent. Ok. En fait, ils ont vu première année Sarah paumée qui se cherche, Ouais. deuxième année Sarah qui crée un truc, troisième année Sarah qui exécute. Hmm. Hmm. Hyper intéressant. Et d'ailleurs, est-ce que tu dirais que c'est important de faire, entre guillemets, ces projets en silence, de pas forcément tout montrer? Parce que j'ai l'impression des fois que quand on parle trop, justement, bah, ça coupe dans l'élan et on procrastine et il y a rien qui se passe. Enfin, c'est ce que j'expérimente aussi moi Ouais. actuellement, c'est que je n'ai plus besoin de communiquer absolument sur tout ce que je suis en train de faire. Je fais les choses et une fois que c'est fait, j'en parle Mm. et bah, j'ai l'impression que ça me permet de faire plus de choses. Est-ce que tu as aussi ce ressenti, toi? 3000%. Ouais. Et d'ailleurs, même pendant l'écriture du livre, j'étais incapable de dire aux gens que j'étais en train d'écrire pendant que j'écrivais. En fait, quand on travaille sur un projet, on est émotionnellement, mentalement et physiquement pris dans une sorte de tunnel où on a besoin de toutes ces ressources en fait pour pouvoir réfléchir. Et la communication, par essence, en fait, c'est partager avec des gens. Et moi, réfléchir dans ma bulle et en même temps perforer ma bulle pour aller discuter avec plein de monde, en fait, ça me parasite et juste je ne peux pas faire les deux choses en même temps. Mmh. Donc oui, les grands projets pour moi se sont toujours faits dans le silence avant. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a en plus une injonction à la transparence, à tout partager, etc. Mais elle n'est pas bonne. Mmh. Euh, Parce que dans la vraie vie d'un être humain, en fait, le nombre d'interactions sociales écologiques pour soi, normalement, il est limité. Ouais. Alors que quand on se pointe tous les jours et quand on fait des comptes rendus à des parfaits inconnus en fait, parce qu'aujourd'hui, une communauté Instagram, c'est une communauté ouverte, donc voilà, d'où je vais aller rendre des comptes, ou alors d'où je vais aller donner des explications, ou d'où je vais aller dire où est-ce que j'en suis à des personnes qui ne me connaissent pas. Et je vais aller un peu plus loin là-dessus. Tu vois, moi, les gens qui regardent mes stories quotidiennement, des fois, je fais des petites blagounettes en story, mais en fait, je les ai jamais vues en cours. Mmh. Donc, c'est, les réseaux sociaux ne sont pas le reflet de la consommation réelle des produits des entrepreneurs. Je suis complètement d'accord avec toi parce que quand je fais le point sur les clients que j'ai, les clientes, c'est vraiment une audience invisible, quoi. Et ils m'ont pas forcément d'ailleurs trouvé sur Instagram, mais en tout cas, s'ils y étaient, ils se sont jamais manifestés. Et ceux qui sont tout le temps là, effectivement, c'est pas ceux qui vont forcément acheter et devenir clients. Ouais. Et est-ce que tu dirais que tu avances avec stratégie? Est-ce que tu as des visions long terme, moyen terme? Est-ce que ça, c'est des choses qui te parlent ou c'est plutôt dans le flow, au feeling de ce que tu as envie de faire et tu laisses les choses s'assembler du coup? J'ai une vision, Mmh. mais j'ai pas de business plan. OK. En fait, quand j'ai démarré, c'était assez rigolo. J'étais très... Bon, évidemment, je viens du conseil. Et je pense que tu vois, on est câblé là-dessus un peu pareil. Mmh. Voilà, 3 ans, 5 ans, 10 ans. On tire une vision, on tire une mission. Et puis ensuite, on déroule selon des étapes. Du coup, Alors, tu vois, j'ai commencé comme ça. Et je trouve que c'est bien de le faire. Mais moi, je suis pas une bonne élève là-dedans parce que je l'ai choisi. Je suis aujourd'hui sur un métier qui nécessite beaucoup de créativité. Et si demain il y a une opportunité qui s'ouvre à moi et en fait il faut déplanifier des choses et aller travailler dessus, j'irai le faire parce que comme on est solo business, solopreneur, en fait on a cette flexibilité. Et moi cette flexibilité j'y ai goûté mmh. et en fait je veux pouvoir continuer à l'apprécier. Maintenant, la première chose quand même où j'ai commencé par te répondre, j'ai une vision. En fait j'ai un driver, j'ai des modèles. L'un de mes modèles, c'est par exemple Zumba. Mmh. OK. Zumba, bon, c'est la grosse boîte aujourd'hui, tu vois, mais ils ont quand même fait l'association du fitness et du monde latino avec un état d'esprit.
Donc moi, ça me drive en fait. Et mon rêve serait de fonder un truc comme ça. Ok. À quel moment est-ce que je vais créer l'école, le branding, les playlists de musique, je sais pas, mais ça permet d'avoir un cap. Mm. Et en fait, je trouve que c'est important d'avoir ce genre de repères parce que ça, aujourd'hui, je le sens super réel pour moi en fait, ce projet. Euh, et donc, je reste entre guillemets, tu sais, connectée à ta mission d'entreprise. Et Mhm. je trouve que c'est important comme levier de motivation. Mm. Mais par contre, euh, est-ce que j'ai un plan stratégique? Je pourrais en faire un. Mais aujourd'hui, je le fais pas de manière aussi rigoureuse que je pourrais le faire. D'accord. Ouais, mais il y a quand même quelques repères, Oui. et puis, bah, Ouais. surtout l'inspiration dans des modèles et cetera qui donnent aussi, un cap Oui. là où tu veux aller. Oui. Et du coup, est-ce que tu es d'accord avec, alors je sais pas comment se passent tes journées, si tu travailles beaucoup ou pas. Est-ce que tu es d'accord que pour, être à son compte, il faut travailler beaucoup? Oui, je suis d'accord. OK. Maintenant, faut pas travailler bêtement. Euh, je suis d'accord. Enfin, en fait, tu vois, l'injonction de travaille beaucoup ou crève, bah, évidemment qu'elle n'est pas écologique. Mmh. Maintenant, tout à l'heure, j'étais dans les transports, c'est souvent dans les transports que je suis sur les réseaux sociaux, et j'étais sur un post LinkedIn qui disait en fait, être entrepreneur, c'est répéter assez de fois euh, la même chose Mmh. et tenir dans le temps. Et en fait, c'est en y pensant, je me suis dit oui, en fait, parce que pendant 2 ans, je me suis pointée toutes les semaines, et toutes les semaines, j'étais là, qu'il neige, qu'il fasse chaud, qu'il vente, qu'il y ait Tchernobyl, j'étais là en train de donner un cours. Mmh. Euh, et en fait, je trouve que oui, il faut bosser beaucoup, et je pense que c'est important de le dire pour les, comment dire, bah, parce que ça fait du bien de l'entendre aussi, tu vois? Je pense pour certaines personnes qui sont là, ils se disent: «Mais est-ce que c'est c'est quoi cette vie de malade? J'ai pas signé pour ça». Donc oui, après là où je dis: «Faut pas bosser bêtement», c'est-à-dire que je pense qu'il faut choisir ses combats. Moi, par exemple, j'ai pas, donc aujourd'hui, je suis sur le présentiel et sur le en ligne, et mes attentes sur le présentiel sont plus grandes que mes attentes sur le digital. Mmh. Et quand il y a des semaines où juste j'ai la flemme et que c'est pas bon, et que en fait je me dis mais là je suis pas dans une bonne énergie pour sortir voir les gens, faire des stories, enfin sortir voir les gens, juste me mettre devant mon téléphone quoi. Sortir, tu vois, sur les réseaux sociaux et tout, bah je le fais pas. Ouais, Euh, tu t'écoutes quand même. Ouais, enfin là, j'avoue quand même que je suis pas la meilleure élève pour dire, que je m'écoute tout le temps. Mmh. Mais je sens aujourd'hui quand je suis pas bien, en fait, c'est juste ça sert à rien, et je ferais mieux d'aller faire un petit cours de sport, je ferais mieux juste de lâcher Mmh. et de revenir. Et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes, sur mon compte Instagram qui me disent: «Mais tu as l'air tout le temps en forme et tout». Je «Eh mais en fait, tu as pas vu que pendant 48 heures, j'étais pas là?» Enfin, je dormais. Ouais, c'est vrai, ouais. Il y a un biais sur les réseaux sociaux, tu vois? Forcément, quand on se présente au monde, bah, on est Ah oui, ouais. bah, un moment, on est présentable. Ouais, et c'est vrai que ce que tu dis, bah, le travail qui est, réfléchi, du coup, des actions qui vont être réfléchies par rapport à ce qu'on a envie de créer, et aussi la constance et la régularité, Oui, show up quoi, régulièrement et sur le long terme, et répéter, ça, ouais. Moi, je suis complètement d'accord avec ça, mais je commence à peine, tu vois, à l'intégrer, et il faut du temps des fois. ouais, ouais. Et est-ce qu'à des moments dans ton parcours, tu t'es sentie perdue, tu t'es dit, «C'est tout ce que je fais, ça sert à rien», ou Ouais. vraiment tu as une conviction où tu savais que tu allais quelque part, même si, des fois, ben, tu avais un peu des croyances caca et un dialogue de Mmh. désagréable? Non, mais c'est sûr, hein, c'est sûr. Il y a eu des moments, clairement, je me suis dit: «Mais est-ce que je suis juste pas en train de délirer?» Tu vois? Mmh. Pourquoi est-ce que je me suis pas simplifié la vie, loué un cabinet, fait des consultations, et Mmh. voilà? Mmh. Pourquoi est-ce que je vais aller me compliquer la tête
Et pourquoi est-ce que je me suis auto-imposé que, en fait, j'allais créer une discipline? Mmh. Donc ça me travaille, évidemment que enfin, et ça me fait flipper, tu vois? Parce que je me dis: «Est-ce que je vais avoir les épaules, en fait?» Parce que je suis toujours là en train de nager à contre-courant et les gens me disent: «Mais c'est quoi exactement?» Et moi je suis genre: «Mais en fait, tant que tu auras pas essayé et que qu'est-ce que tu veux que je t'explique? Oui, c'est des exercices de respiration». Mais les gens payent vraiment pour respirer? Oh là là! Ouais. Oui, parce qu'en fait, on voit pas encore les bénéfices, mais je porte la responsabilité de te transmettre les bénéfices. Au moins maintenant, tu sais que ça existe. Mmh. Hem Et tu vois, à chaque fois que j'ai cette pensée qui me dit: «Est-ce que tu vas y arriver?» Je me dis: «Mais purée, je kiffe tellement ce que je fais». En Mmh. fait, la question, c'est même si je fais ce que je fais aujourd'hui, genre demain, par exemple, tu me garantis, je sais pas, un salaire minimum, OK? Et ce salaire minimum, il m'est versé tous les mois. Genre, on est dans un pays communiste. Tous Ouais, les mois, j'ai mon salaire qui débarque et ben, je ferai tout ce que je fais aujourd'hui, en fait. ouais, Mon driver ici n'est même pas une question de ressources. Et si on me demande de faire, tu vois, gratuitement, ce que je fais aujourd'hui, je pense j'y mets la même énergie sur mes événements, tu vois, où j'interviens, je sais pas, pour une association, par exemple, ou pour une grosse boîte, j'y mmh, mets pareil. mmh. Hem et ça me reconnecte à ça et je me dis que c'est juste pour moi donc au pire, si je crée pas de discipline, je m'en fous en fait, j'aurais juste kiffé mon parcours d'entrepreneur et pour peu que j'ai plein de témoignages et de résultats qui arrivent sur le chemin, bah, c'est bon, c'est que Mmh. les objectifs sont atteints, tu vois? Mais Ouais. on est sur de l'autoconsolation. Oui, mais oui, mais c'est ouais, non, mais c'est vrai, tu as raison. Et bah, c'est un peu ça ta boussole. Tu sais que si, on te comme tu dis, on te donnait un salaire, tu ferais exactement ce que tu fais aujourd'hui, c'est quand même un indicateur fort que tu es au bon endroit et que tu es en train de vivre une vie qui te correspond, quoi. Et est-ce que tu arrives à trouver un équilibre justement entre ta sphère pro et ta sphère privée? C'est un équilibre, par moment. C'est-à-dire, il y Mmh. a des moments, j'annonce, là, ça va être compliqué. C'est genre là, le pro, tu vois, par exemple, là, le livre sort dans 2 mois. Là, je suis en train d'enregistrer, tu vois, plusieurs podcasts, je me reprends en contact avec des personnes. Je suis davantage, on va dire, exposée médias. Mais il y a un mois, bah, en fait, j'avais disparu, de la toile parce que, bah, j'étais en vacances entre amis. OK. Heu et en fait, j'ai pas une vie où j'arrive à cadrer mon travail de 9 heures à 18 heures tous les jours, parce qu'il y a certains soirs où je donne des cours, il y a certains midis où je donne des cours, donc il y a des jours où je me lève plus tard, Mmh. il y a des jours où je me couche plus tard. En fait, j'ai jamais les mêmes journées. Mais globalement, tu vois, sur une année, si on arrive à lisser, j'arrive à être là, tu vois, sur les moments qu'il faut pour ses amis, être là, tu vois, sur sa vie de famille quand, voilà et et aussi disparaître et en Mmh. fait, je pense que les gens autour de moi l'ont compris et ce qui est cool aujourd'hui, c'est que, bah, ils le respectent et j'ai fait plein de gourdes là-dessus au début parce qu'en fait, je ne disais pas forcément et du coup, bah, je disais toujours non, j'acceptais pas. Mmh. Et clairement, j'ai une amie qui un jour m'a dit: «Mais c'est dommage, tu vois, tu si demain, par exemple, tu as à nouveau besoin de tes amis et qu'en fait, ils sont plus là? C'est Mmh. horrible!» Et je lui dis: «Mais c'est vrai, tu as trop raison, en fait, parce que, enfin, une relation, par définition, c'est pas un seul sens». Exactement, oui, c'est vrai. Mais des fois, on est tellement pris dans notre truc qu'on peut en oublier le reste. Mais c'est bien si justement tu as un peu des garde-fous qui te ramènent sur terre Ouais, et pour te rappeler ça. ouais. Est-ce que tu dirais quel a été, jusqu'à au jour d'aujourd'hui en tout cas, ton plus grand défi dans ta vie d'indépendante, de solopreneuse? Et puis comment est-ce que tu l'as surmonté, si tu l'as surmonté actuellement? Plus grand défi? Très bonne question. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je donne un cours, tu vois, c'est un défi parce que faut le gérer comme un projet. Gérer la com, gérer la prestation, gérer ensuite les feedbacks. Mmh mh. Je pense que le défi là qui est très actuel pour moi, c'est de démocratiser la pratique Mmh. et cette pratique-là, elle est quand même une pratique sur une hyper niche.
Et j'avais dit que en 2000, là, fin 2023, j'atteindrais 2000 participations à mes cours. Et en fait, c'est peut-être, tu vois, un chiffre, et il représente rien du tout. Mais j'ai envie de me défier et de me dire, mais en fait, il faut que j'accompagne assez de personnes et que j'ai assez de participation à mes cours pour que ça devienne normal. Mmh, Euh, et que, en fait, ça s'intègre comme des options mmh, dans la vie de quelqu'un, parmi le yoga, parmi un cours de, je sais pas, de CrossFit, que ça mmh. existe. Donc je dirais que mon défi, là, je suis, je pense, en train de le relever. C'est la démocratisation et c'est pour ça que je passe par des partenariats de salles qui existent. Je regarde souvent, tu vois, quels sont les types de personnes qui s'intéressent à ces sujets et les collaborations aident à aller sur déjà des choses qui existent parce que comme moi je suis partie de zéro, en fait Mmh. ça permet de capitaliser, tu vois, donc c'est avoir toujours plus de partenaires de confiance et des options aussi pour les gens euh, pour qu'ils aient l'accessibilité. Aujourd'hui je donne 2 cours par semaine. Moi, tu vois, j'aimerais passer à 3, puis à 4, mais je n'ai pas la possibilité d'aller à plus. OK. Donc tu vois, c'est voilà, c'est vraiment c'est comment faire de la croissance en Mmh. démocratiser une pratique sur une hyper niche, je pense. OK, c'est un gros défi. Je rame. Mais du coup, bah, par rapport à tes partenariats ou même au projet de livre, est-ce que c'est des choses que tu as, initiées ou c'est des invitations que tu as reçues à force de communiquer sur ce que tu fais, à force d'être visible et cetera? Je pense que c'est un peu des 2. C'est des occasions créées, Mmh, des invitations reçues, des invitations saisies, des invitations enrichies et des concrétisations. mmh. Hem Et tout s'est fait parce que j'étais là toutes les semaines à mes cours. Ah On oui. reprend à la base, en fait. C'est toujours l'entrepreneuriat, c'est refaire assez de fois ce que tu fais comme métier. Ça paraît tellement évident, mais en même temps, c'est une nuance tellement fine et subtile qui fait toute la différence parce qu'il y a tellement de personnes qui ne répètent pas et qui ne sont pas là toutes les semaines, tous les jours, tous les mois. Et puis tu en as 1 ou 2 autres qui le seront et c'est ça qui fera toute la différence. Et je pense que c'est Ouais. difficile à assimiler parfois parce qu'il y a je pense qu'il y a cet état d'esprit de: «Je suis à mon compte, donc je m'impose plus rien, j'ai pas» et on a peur de rentrer encore dans des schémas, de salariés alors qu'en fait, non, on construit son activité, son entreprise. Et toi qui accompagnes, tu vois, des entrepreneurs, je pense qu'il y a un truc qui est essentiel ici, c'est vraiment, je trouve que c'est important d'aimer ce qu'on fait. Ouais. Le chemin est compliqué. Faut, tu vois, faut générer quand même son propre, non, pas seulement son propre argent, mais son système entier, en fait, qui permet d'avoir une croissance pérenne. Mmh. Alors qu'on a 2 bras, 24 heures sur une journée. C'est vrai qu'aujourd'hui, les moyens technologiques, tu vois, ils nous permettent des choses. Tu vois, on n'aurait jamais enregistré sur ce podcast si on s'était rencontrés avant les années 2000. Et, mais en fait, la contrainte de ce type de modèle, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de levier financier, tu vois, il n'y a pas un investisseur qui va redonner beaucoup d'argent pour faire à d'autres personnes ce qu'on est, enfin, le produit qu'on délivre. Il n'y a pas de code, tu vois, il n'y a pas de tech breveté qui va être ensuite revendu. Donc, en fait, on est vraiment en train de délivrer une prestation et on a la possibilité de pouvoir aimer son métier et ça c'est important. Franchement, il y a des fois, genre je suis tellement dépitée. Genre, la dimanche, le dimanche juste avant l'enregistrement du podcast, j'aurais aimé être dans mon lit en train de faire une sieste, mais j'avais Mmh. un cours à donner. Et en fait, dans ces moments-là, bah, t'es bien content d'aller taper dans. Non, mais en fait, juste, tu vois les gens arriver et tu délivres en fait. Mmh. Et ça, c'est important. Mmh mh. Mais c'est ouais, c'est très juste ce que tu dis et dans la plupart des entrepreneurs que j'accompagne, effectivement, il y a
tout un travail de déjà se reconnecter à soi, de ce qu'on a envie de faire, de ses envies, parce qu'il y a tellement de gens qui, avec l'infobésité qu'on a, tu vois, toutes ces informations à droite à gauche, et quand on passe son temps à scroller sur les réseaux, bah, ça amplifie ça. On se perd complètement et on se dit, on se met à faire des choses qui nous correspondent pas parce qu'on se dit que c'est ça qu'on devrait faire et c'est pas très juste du coup, et ça nous coupe du sens de nos actions. Mais c'est évident. Moi, j'ai des personnes, des fois, je les connais pas, qui m'écrivent: «Est-ce que tu peux me former?» Je fais: Mmh. «Mais est-ce que je t'ai déjà vu en cours?» «Non». Bah, comment tu sais, en fait, que c'est la bonne méthode pour toi, que tu es capable déjà de gérer une séance? Tu Mmh. même pas vécu le truc. Je pense que ça Donc part aussi des fois d'un désespoir ou de sais plus savoir quoi faire, et donc il y a un truc qui te paraît OK et tu vas dedans sans te poser la question si ça va te plaire. Comme tu dis, commence déjà par venir à une session, voir comment ça se passe, capter ma vibe aussi si ça accroche avec toi plutôt que de me mmh, mentir tout de suite, effectivement. ouais, et puis on a l'impression aussi avec, le tas d'informations, en fait, vous pouvez vous former à tout. Aujourd'hui, on peut devenir expert, je sais pas moi, expert capillaire en cheveux roux et bouclés, tu vois. Genre, franchement, on a cette notion d'accessibilité qui est là, qui est présente. Euh, mais au bout d'un moment, en fait, c'est pas. C'est pour. En fait, toutes les formations qui disent bah, c'est rapide, tu vas pouvoir faire ci, etc., bah, par principe, c'est des ventes de formation. Donc, c'est un argument de vente. Mmh. Et si tu te retrouves à acheter des formations parce qu'en fait, tu as entendu dire que c'était sympa, mais que en gros, ça vient pas s'inscrire dans un projet que tu as envie de délivrer, Mmh. je trouve que c'est dommage. Évidemment que l'erreur, on l'a fait tous. Je pense que c'est, tu vois, on craque facilement. Les pages sont hyper copyrightées. Tu tombes sur un truc un mardi soir à 1h du matin, t'arrives pas à dormir. Il y a pile la pub pour ceux qui te fallait selon tes critères de recherche. Ah! Évidemment, évidemment, tu vois, on est des êtres humains hyper assez reptiliens, tu vois, dans nos choix. Mmh. Donc ouais, je pense que c'est important de se reconnecter à soi-même et de pas avoir peur de prendre un peu plus le temps parce que il y a des trucs qui sont genre evergreen. Mmh. Tu vois, il y a des piliers. Toi, ton métier, bah, il disparaîtra pas en fait, parce qu'il y a toujours, il y a toujours besoin de structurer, d'organiser. Mon métier, il disparaîtra pas. Il y Mmh. a, enfin, je- Ouais, c'est ça aussi, se détacher d'avoir envie d'avoir des résultats immédiats, de tout de suite au top et de brûler les étapes du coup, et puis de se fatiguer en fait et d'être dans l'inaction au final parce qu'on ne voit pas les résultats tout de suite. C'est souvent ça qui arrive aussi. ouais. Mmh. Là, il y a un truc qui me vient. Je pense que qui aide à tenir, c'est vraiment être au contact de son marché et être au contact de ses clients parce que le nombre de choses que j'ai apprises des participants même, il est important, tu vois. Mmh. Et ça, moi-même, j'ai parfois tendance à sous-estimer, tu vois. Je cherche toujours à faire découvrir, mais en fait, rien que les personnes qui sont déjà là et qui reviennent et qui évoluent et qui redonnent du feedback, et ben c'est déjà un vivier en fait qui peut être vraiment, enfin, il est précieux et Mmh. non, je pense en fait, tu poses des questions intéressantes parce que dont certaines que j'avais jamais pensé, mais parce que en fait, c'est des visions plus réelles, réalistes, et je pense qu'ils font du bien à Mmh. entendre. Euh, Mmh mh. voilà. D'ailleurs, comment est-ce que toi tu gères la contrainte? Parce que j'imagine, on le sait quand on est entrepreneur, surtout à son tout seul, on a beaucoup de casquettes à gérer. Il y a toujours des choses qui nous plaisent plus ou moins, notamment le côté marketing, communication, les réseaux sociaux et cetera. Comment est-ce que tu arrives à gérer ces contraintes-là, et est-ce que tu penses déléguer à un moment donné, faire agrandir ton équipe, bah, pour justement te libérer plus de temps et vraiment être focus sur, ta zone de génie? Moi, j'ai la délégation facile OK. parce que j'ai toujours dit, en fait, je suis tellement heureuse de payer des gens avec de l'argent que j'ai généré je trouve en fait, notre système de solo business, il est hyper vertueux, et économiquement parlant. Je trouve que
l'impact en fait au niveau de la société, il est là, c'est trop bien. Tu génères de la richesse que tu réinvestis. Donc tu vois. Mais par contre, j'ai fait des bêtises parce que j'ai délégué des choses un peu trop vite. À un moment, c'était il y a 1 an et demi, j'avais voulu déléguer par exemple mon compte Instagram. Mais alors aujourd'hui, mais jamais de la vie, parce qu'en fait, je suis au contact des gens et les gens, quand ils veulent venir en cours, ils doivent me voir moi. Donc Mmh. tu vois, je me suis trompée par moment sur les types de délégations que j'ai pu faire, mais je trouve que c'est important de pouvoir déléguer. Maintenant, tu vois, j'ai quand même mon passif, on va dire, de salarié, où je suis davantage dans l'esprit de déléguer en fonction des compétences et à des freelances, Mmh. rester en solo, que d'embaucher. OK, ouais. Ouais, je rejoins ta vision aussi, ce serait plutôt comme ça aussi que je verrais les choses, Mm. effectivement. OK, merci pour tous ces partages. Si tu avais un conseil, par rapport à ton expérience, à ton parcours jusqu'à aujourd'hui, à donner à des entrepreneurs qui aujourd'hui savent pas trop quelle direction prendre, sont un peu justement déconnectés, peut-être de leur feu intérieur et sont dans l'inaction, l'immobilisme, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire à ces personnes? Au-delà de venir, participer à tes cours pour retrouver de l'énergie, on va y venir après. Ah, j'y avais même pas pensé. En fait, je trouve que c'est important de se faire confiance sur ses intuitions, ses ressentis, qui procurent de la joie, et même si et apprendre à faire avec le flou. Il y a des fois où on sent qu'en fait, parce que j'ai fait ça sur une journée, ça m'a procuré de l'énergie et j'ai envie de le refaire. Et en fait, bah, juste le refaire et, et pas se prendre la tête avec les stratégies déjà pensées, déjà standardisées de je sais pas quoi en 90 jours. Euh, Mmh. en tout cas, c'est pas ma vision. Et je trouve que le métier est vraiment prenant. C'est vraiment, il y a beaucoup de boulot. Et donc, c'est important que ça vienne de soi et qu'on aime Mmh. faire ce que l'on choisit de faire. Mmh mh. Exact, Et merci. là, je vais avoir des personnes qui disent, mais moi, je sais pas ce que je veux faire. Et bah, tu vas à la salle de sport, tu rencontres des gens et tu explores. Voilà. Explorer, exactement, explorer, composer avec le flou, se reconnecter à soi, c'est des choses importantes et on est tellement déconnectés, surtout je sais qu'à quel point les réseaux sociaux peuvent être prenants et il y a d'autodiscipline à faire, des fois avec l'usage des réseaux sociaux parce que ça peut vraiment nous plomber quoi et nous faire, ne rien faire du coup et passer sa son temps à regarder la vie des autres et ça, c'est dommage parce qu'on ne crée pas la sienne en attendant. Exactement. Terminer du coup sur tes actualités du moment, qu'est-ce que tu proposes? Donc tu es en présentiel sur Paris, mais il y a aussi des visios. Dis-nous-en un peu plus sur ton livre qui arrive et cetera et cetera. Bah écoute, t'as déjà fait une méga présentation au début, là t'as fait un super écart, donc oui, moi je me pointe toutes les semaines pour donner des cours. Donc je donne des cours en ligne, je donne des cours sur Paris. Évidemment, il y a le bouquin qui est en précommande, qui sort le 21 mars. Tu as des abonnements Et aussi, non? Tu as pas des abonnements pour, parce que je sais que tu proposes des respirations le midi, des fois le soir. oui, Il y a plusieurs, ouais, en fait, il y a le niveau 1 le midi, là on est davantage sur déconnecté. Il y a le niveau 2 le soir, là pour le coup c'est introspecté. Et du coup, effectivement, bah, il y a des abonnements qui inscrivent les personnes par défaut à tous les cours et comme ça, tu bénéficies. En fait, sur l'abonnement, clairement, tu te fais coacher une fois par semaine, mais toujours à travers l'outil de la respiration. Mais tu vois, tu grandis au fur et à mesure, tu apprends. Et alors que si tu prends au cours, bah, tu es davantage dans un esprit de découverte. ouais, ouais, ouais. OK, de toute façon, on mettra toutes tes infos. Elle a un super site qui est trop bien fait, je l'adore. J'ai navigué dessus, l'expérience navigation, génial, j'adore. Ah, trop bien, Je cool. crois que c'est toi qui l'as fait en plus, donc bravo. La meuf est une warrior. Ah, c'est pas moi qui ai fait le web design. Ah OK, OK. Mais vraiment top, franchement, Merci. très agréable. Eh ben, Merci. merci beaucoup, bravo pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu accomplis et ben, tout bon pour la suite, quoi. Et ça ne peut que, continuer sur cette belle lancée, il y a pas de raison. Merci beaucoup, Lolita. À toi.